De plus en plus de parents font le choix d'instruire autrement leurs enfants, en cause principalement un système scolaire qui ne serait plus complètement adapté, voire parfois un peu décevant. On compte en France plus de 2000 établissements dits alternatifs, à peu près 80 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais est-ce vraiment mieux? On va répondre à cette question avec Élodie Garcia, directrice d'une de ces écoles dites hors contrat. Bonjour. Bonjour. Et Michel Sokolowski, pédopsychiatre au service de psychiatrie infanto-juvénile des hôpitaux sud de Marseille. Bonjour. Bonjour à tous les deux, merci d'être là, tout particulièrement à vous parce que vous êtes directrice d'école et que vous êtes là pour nous, donc un grand merci, mais on vous la rend juste après, c'est promis. On va commencer avec vous, docteur. Cette pédagogie alternative, finalement, elle date depuis un certain temps quand même, c'est pas tout nouveau. Non, on peut même dire que l'histoire de la pédagogie, c'est une diversité depuis l'origine des temps, même depuis l'Antiquité. Alors, c'est sûr qu'en France, l'organisation étatique de l'enseignement depuis l'école de la République a créé un panorama particulier, mais qui est lui-même évolutif aussi dans le temps. L'une des plus connues, c'est Maria Montessori, qui est ce bon génie des enfants. C'est vraiment elle la référence, on va dire, pour nous sur les écoles alternatives. Il y a Freinet aussi, bien sûr. Oui, il n'y a pas que Maria Montessori, effectivement, immense personnage, première femme médecin et pédiatre de l'histoire de l'Italie, qui a fait beaucoup, effectivement, pour les enfants défavorisés et déficients mentaux, il faut le rappeler, au tout début du XXe siècle. Donc, effectivement, le paysage sociétal a considérablement changé depuis. Alors, rien ne dure, c'est ce que vous dites, tout bouge, tout change, rien ne perdure. Donc cette évolution en ce moment, c'est juste normal en fait. Il ne faut pas plus se dire qu'il se passe quelque chose. Oui, maintenant, c'est pas moi qui le dis, c'est Héraclite. Ah bon, alors ça rendons Héraclite, ce qui est à Héraclite. Lui faire confiance, donc. Tout à fait. Pour vous, Élodie, vous êtes maman et vous décidez un jour de sauter le pas pour créer votre propre école. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Dites-moi. C'est un projet fou quand même. C'est un projet un peu fou, oui. Non, en fait, j'ai 3 enfants et ça se passait pas si bien que ça dans leur école publique. Et donc, je me suis dit, je vais les mettre dans le privé. C'est pas grave. Pourtant, je suis grand défenseur de l'école d'éducation nationale. Je trouve que c'est une chance que l'on a en France. Et donc, j'étais pas du tout partie pour ça. Et puis, la vie a fait que pour mes fils, ça a été un choix et je me suis tournée vers des écoles alternatives. Certaines me plaisaient, d'autres moins. Certaines étaient trop loin de mon domicile et j'étais inquiète. C'est ma maman qui a eu l'idée et qui m'a dit Élodie, crée ton école puisque tu sais exactement ce qu'il faut et ce qui est dans l'air du temps, lance-toi. Et un an après, j'ouvrais l'école. Voilà. Mais alors, comment on crée une école? À qui on s'adresse? Comment ça se passe? Et qu'est-ce qu'on y fait dans votre école, justement? Alors, j'ai eu la chance, quand j'étais encore dans le système public, d'être déléguée de parents d'élèves, d'être impliquée dans ma commune, d'aller au conseil des écoles, de l'école de mes enfants. Donc, je connaissais un peu toutes les ficelles, j'avais un peu tout vu, que ce soit la cuisine centrale, que ce soit les réunions mairie avec les élus. Sûr. Donc, je voyais un peu tout ce qui se passait, je voyais tout ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas, et je voyais ce qu'on pouvait faire de mieux. Et j'ai eu la chance de rencontrer une chronobiologiste qui s'appelle Claire Lecomte. Ça a été le déclic un peu? Oui. Ça a bien... Disons que c'est là où je me suis dit, en fait, on ne fait pas ce qu'il faudrait faire, mais parce qu'on ne le sait pas. Parce que moi, je pensais que 4 jours, c'était l'idéal. Et d'avoir rencontré Claire Lecomte, qui a travaillé, c'est à l'époque de la mise en place des nouveaux rythmes, et de l'avoir rencontrée et qu'elle expliquait que oui, il fallait travailler sur 5 jours, voire même sur 6. Ouais, alors en Provence, ça passerait pas trop. Ça va être problématique pour cette rentrée. Ouais. Non, là, non. Mais, voilà. Et en fait, elle nous a expliqué ça. Elle a expliqué pourquoi. C'était une table ronde, ça a duré 3 heures. Et elle m'a convaincue qu'en fait, on faisait fausse route. Donc, je me suis dit, on doit faire fausse route sur plein d'autres choses. Et c'est là où je me suis dit, on va essayer de créer une école où on fera un petit cas moins fausse route. Voilà. Vous, la chronobiologie, docteur, vous y êtes forcément sensible. Comment vous voyez les choses, vous, de votre point de vue de pédopsychiatre? Bon, je dirais que la question de la chronobiologie, elle ne fait pas vraiment partie du domaine de la pédopsychiatrie. Il faut rappeler les fondamentaux, à savoir que la pédopsychiatrie, c'est une discipline médicale qui consiste à diagnostiquer et traiter les troubles mentaux de l'enfant.
Donc je suis un peu tangentiel dans ma présence dans votre émission ce matin, dans la mesure où ma pertinence ne concerne que les enfants qui ont des troubles. Et les enfants qui ont des troubles ont de grandes chances d'être en difficulté à l'école. Voilà. Mais sinon, sur le plan de la pédagogie, je suis totalement incompétent et j'écoute avec beaucoup d'attention toute cette initiative, oui, tout à fait, d'une maman. Pour en revenir à l'école, concrètement, comment se déroule une journée? Qu'est-ce que vous faites dans votre école qu'on ne ferait pas dans les autres écoles? Alors, on a un rythme qui est complètement différent. On travaille 4 heures le matin pour faire des grandes matinées au moment où les enfants sont concentrés, pour faire les apprentissages fondamentaux. En maternelle, on fait du Montessori, justement. En élémentaire, on est sur de l'alternative qui n'est pas que Montessori. On a pris un petit peu ce qu'on aimait dans toutes les pédagogies, donc notamment la freinée également. Ouais. Et l'après-midi, on est consacré sur des activités. Chez moi, le mercredi, c'est une journée comme les autres. Les enfants, ils viennent du matin au soir et l'après-midi, on est consacré à des activités artistiques, sportives, culturelles. On a des intervenants extérieurs. On a un intervenant qui vient faire du cirque aux enfants. Donc très ça bien. Rejoint. Voilà le premier reportage. Donc voilà, on essaie de leur ouvrir l'esprit. On leur fait faire de la culture, du poney. On a un potager dans l'école. On essaye vraiment de leur proposer quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, mais où ils peuvent s'accomplir et se retrouver. On a aussi beaucoup d'enfants qui sont en difficulté, des enfants 10, des enfants précoces, des enfants qui ont des troubles d'attention. On peut expliquer, les enfants 10, docteur, les petites particularités quels troubles du comportement on peut trouver chez des enfants à l'école, par exemple? Alors, on n'est pas dans le trouble du comportement concernant les 10. On est dans ce qu'on appelle, nous, techniquement, les troubles des apprentissages. Troubles des apprentissages scolaires qui sont référencés dans la classification internationale des maladies. Avec 3 grands ordres de 10, les 10, j'allais dire les dyslexies, mais en fait c'est un terme un peu abusif. Sur le plan médical, nous connaissons les troubles de l'apprentissage de la langue écrite, à l'intérieur desquels se trouvent les dyslexies. Mais les dyslexies ne résument pas les troubles des apprentissages de la langue écrite. C'est une sous-catégorie. Ensuite, il y a tout le grand domaine des dyspraxies. Alors là, ce sont des enfants qui ont des difficultés au niveau de la gestualité fine, au niveau de l'écriture, de la géométrie. Et dans certaines formes de dyspraxie, on va avoir des troubles du calcul et de la numération. Voilà, ça sont des troubles neuropsychologiques qui sont tout à fait identifiés et qui nécessitent des traitements adéquats. Puis ensuite, il y a plus rarement ce qu'on appelle les dysphasies. Ce sont des enfants qui ont des troubles du développement du langage oral. En tout cas, ça nécessite un accompagnement particulier en classe. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, et c'est tout l'esprit justement de la loi de 2005 en France, la fameuse loi handicap, qui a enfin accepté la réalité de ce que l'éducation nationale appelle les élèves à besoins spécifiques. Nous, on les appelle des enfants victimes de troubles, mais je trouve très intéressant que les pédagogues aient leur propre vocabulaire. Les élèves à besoins spécifiques. Alors, les besoins spécifiques, ils sont la conséquence du trouble et des stratégies thérapeutiques à mener. Et donc, ça permet effectivement de scolariser des enfants qui, avant, ont été en grande difficulté, voire exclus de l'école. 12% des enfants ont des problèmes d'apprentissage? C'est à peu près ça? Oui, c'est à peu près ça, toutes catégories confondues. Bien sûr. Alors, bien sûr, tous les enfants en difficulté scolaire ne le sont pas forcément pour des raisons médicales. Mais il y a quand même un nombre important d'enfants qui sont en difficulté d'apprentissage pour des raisons médicales qui sont diagnosticables et traitables. Ça fait quand même beaucoup de choses à comprendre sur l'école alternative et l'école en général. On se rend compte quand même que l'école, on va dire classique, évolue aussi, parce que vous dites que les instituteurs arrivent à déceler si un enfant a une particularité et qu'on peut l'aider. Oui, alors ça c'est un constat très réjouissant au long de ma carrière, c'est les progrès spectaculaires que font les enseignants dans les écoles, toutes catégories confondues d'ailleurs, pas seulement les écoles du service public. Et c'est assez remarquable de voir l'attention qui est portée par les enseignants aux enfants qui vont présenter des difficultés qui peuvent être très précoces. Ça peut être en petite section de maternelle, en moyenne, en grande, en CP. Donc, le ministère de l'Éducation pense à faire évoluer les choses, vu qu'on passe à 12 enfants par classe. Ça doit vous réjouir, ce genre de décision?
Ouais, c'est exceptionnel. Enfin, il faudrait. Nous, on a des classes à 16 enfants maximum. Ouais. Justement, on travaille beaucoup avec les enfants de 10. On a une orthopédagogue et un art thérapeute qui interviennent sur l'école. L'art thérapeute 3 après-midi par semaine, l'orthopédagogue 3 matinées. Pour justement aider, elle donne des petits conseils aux maîtresses pour les enfants de 10. Comment organiser la classe, comment organiser les cahiers, peut-être travailler sur des tablettes plutôt que sur papier. Enfin, donc, on met en place dans la classe, qui ne ressemble pas du tout à une salle de classe chez nous, des systèmes pour que les enfants, justement, puissent travailler en autonomie, tout en ayant l'impression de progresser, de savoir. Le but est de ne surtout jamais mettre un enfant en échec. Ça, on peut le faire sur des petites classes. Et effectivement, quand on passe à 12 élèves par classe, c'est juste du bonheur. Parce que les enseignantes, aujourd'hui, le problème, c'est qu'à 30 élèves, c'est difficile. Elles peuvent déceler des problèmes, mais elles savent même pas, elles ne sont pas forcément formées, elles ne savent pas comment travailler avec ces enfants-là. Là où l'orthopédagogue va expliquer comment il faut faire. Donc, bien sûr que ça va dans le bon sens et ça serait parfait que ce soit partout. Il faudra que vous reveniez tous les deux pour voir un petit peu comment s'est passée l'année, parce que je pense qu'on pourrait parler encore de tellement d'autres choses. Merci en tout cas de votre visite à tous les deux. Bon retour à l'école et bon retour aussi au travail, docteur.